Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux déjà pour ce spécial direct de l'AFA avec le professeur Carbonel et puis le professeur Jean-Pierre Hugo. Ce soir, on va parler bien sûr des Mickey et des causes des Mickey, en particulier des causes environnementales, en particulier de l'alimentation. Et on vous fera part en particulier aussi d'une recherche qui a trait directement à l'alimentation. Mais avant de parler de tout ça et donc de passer aux intervenants, eh bien, j'ai d'abord plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que si vous êtes déjà habitué à ce direct, vous savez qu'il y a plusieurs onglets sur votre droite que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment dans l'émission. Vous avez l'onglet en fait de questions. C'est là où vous pouvez poser toutes vos questions aux intervenants. Ce qui est important, c'est que ces questions doivent vraiment aujourd'hui, et comme tous les soirs des directs, porter sur la thématique que l'on traite, donc ce soir plutôt des pistes environnementales et surtout alimentaires. Et puis, vous avez aussi à droite de l'onglet questions un onglet sondage, et on vous posera quelques questions pour savoir un petit peu, prendre un petit peu la température, l'opinion de vous qui nous regardez au sujet de l'alimentation et de la recherche. Et puis évidemment, vous avez le chat sur la gauche. Là, c'est peut-être pour discuter entre vous, si vous avez besoin de discuter entre vous sur les sujets concernés. Et puis là, aujourd'hui, à 18h33, on est déjà à plus de 200 participants. On vous attend encore nombreux. Il y a plus de 400 inscrits à cette session. Donc, on espère qu'elle va vous intéresser. Et je pense réellement qu'avec les intervenants que nous avons, qui sont des experts, cette session sera extrêmement vivante, intéressante et qu'elle va vous apprendre un certain nombre de choses. Alors, on est effectivement dans les Mickey, dans des maladies qu'on dit environnementales. Et pour en discuter avec nous ce soir, donc, d'abord, le professeur Franck Carbonel, qui est gastro-entérologue au CHU du Kremlin-Bicêtre, et qui va nous parler effectivement de ces maladies environnementales, et en particulier, peut-être, du facteur alimentation à l'origine de ces maladies éventuellement. Donc Franck Carbonel, c'est à vous. Vous avez une petite quinzaine de minutes pour intervenir. Eh bien, merci beaucoup pour Anne et merci à l'association François Petit de me donner l'occasion d'intervenir sur cette thématique. On parle beaucoup d'environnement dans tous les domaines et ce soir, on va décliner donc les liens entre environnement et santé au cas particulier des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est une thématique qui était vraiment orpheline il y a quelques 10 ans et qui ne l'est plus. Il y a de plus en plus de travaux et d'initiatives dans ce domaine, et en particulier Mikinote, à propos de laquelle Jean-Pierre va parler. Donc j'ai 15 minutes, il faut aller dans le vif du sujet. Et je salue l'ensemble des personnes qui assistent à ce webinaire, et en particulier celles que je connais, que j'ai le J'ai l'impression qu'on n'entend plus Franck Carbonel. Franck, j'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Peut-être se reconnecter, je ne sais pas. Il y a eu un problème de connexion, je pense. Écoutez, c'est la première fois que ça nous arrive, une déconnexion en plein début d'émission. Ce que je vous propose alors dans ce cas-là, c'est d'attendre 2 petites secondes qu'il se reconnecte. Je pense qu'il est déjà en train de le faire, à mon avis. On va tenter en tout cas de reprendre la connexion. Il a dû perdre effectivement la connexion Internet. Mais en attendant, peut-être qu'on peut déjà vous interroger, Jean-Pierre Hugo, très rapidement sur ces facteurs environnementaux, parce qu'on a beaucoup avancé aujourd'hui, enfin une question comme ça à chaud, on a beaucoup avancé finalement sur ces facteurs, on en sait un petit peu plus. Ah, voilà Franck. Franck, je pense que vous êtes connecté.
à cause d'un problème de connexion Internet. J'étais en train de poser la question à Jean-Pierre Hugo sur finalement l'avancée aujourd'hui des meilleures connaissances en termes d'environnement. Donc, on vous écoute sur votre diapo, on espère, on croise les doigts que ça ne va pas se redéconnecter. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bien, donc quelques éléments. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique sont caractérisées par une inflammation sur l'ensemble de la paroi intestinale et il y a une perte de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire de la bonne fonction, de la régulation de la fonction intestinale. Et cette inflammation fait intervenir des processus multiples. C'est assez compliqué et c'est la seule ambition de cette diapositive. On ne va pas aller dans le détail, juste pour vous montrer que tous les acteurs, les composants de la paroi intestinale sont concernés par ces perturbations. Ici, les cellules absorbantes, là, les cellules inflammatoires, les vaisseaux. C'est donc une rupture complète du fonctionnement intestinal. Alors, pour résumer, on a l'habitude de présenter la façon dont ça se passe avec 4 euh, facteurs qui s'emboîtent plus ou moins bien, des facteurs génétiques, euh, la réponse immunitaire, des anomalies de la composition du microbiote, et puis des facteurs d'environnement sur lesquels va porter cet exposé plus particulièrement. Alors, pour ce qui concerne la réponse immunitaire, il y a eu des développements très importants qui ont abouti à la mise au point de médicaments qui ont été des succès, par exemple l'ustekinumab qui cible l'IL-12, et puis il y a bien sûr les médicaments de la domiciliation des lymphocytes comme le vedolizumab, et puis les anti-TNF qui ont une efficacité certaine dans ces maladies. Mais il y a eu aussi des échecs, et en particulier les anticorps anti-interféron gamma, anti-IL-6 qui ont été des échecs. Mais actuellement, le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin cible la réponse immunitaire et l'excès donc de réponse immunitaire au niveau de l'intestin. On n'intervient pas sur les autres postes. En termes de génétique, il y a eu des avancées importantes, en particulier avec l'équipe et les travaux de Jean-Pierre Hugo, qui ont amené la découverte d'un gène clé dans cette maladie, qui est le gène NOT2. Et il semble qu'en fait, vous voyez ici, la répartition à gauche, la répartition géographique de la peste noire au Moyen Âge, et à droite la fréquence des mutations NOT2. Et quand on met tout ça en équation, on voit qu'il y a une corrélation entre les variants de NOT2 qui exposent un risque majoré de maladie de Crohn et la fréquence de la peste noire au Moyen Âge. Autrement dit, tout se passe comme si la maladie de Crohn était le prix à payer donc de l'épidémie de peste noire. Nous, dans notre jargon, on dit qu'il y a une pression de sélection qui a été exercée par cette maladie infectieuse sur les personnes qui étaient porteuses ou non des variants de NOT2. C'est là l'exemple de l'interaction entre un facteur d'environnement, une maladie infectieuse, en l'occurrence la peste, et des facteurs génétiques. On va passer assez rapidement là-dessus, même s'il y a beaucoup à dire, et on va arriver sur l'environnement. Alors, vous voyez au passage ici sur cette carte qu'il y a des inégalités de répartition de la maladie dans le monde et qu'on trouve ici en Europe occidentale, justement la carte qu'on a vue tout à l'heure avec la carte de la peste noire, un taux élevé d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas chaque année de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique. Ça, c'est le premier message de cette diapositive. Le deuxième, c'est qu'il y a une augmentation importante de la fréquence. Donc ici, en fait, c'est la rectocolite hémorragique au cours des 50, 100 dernières années en Europe occidentale, en brun, mais aussi maintenant dans les pays qui accèdent au développement et tout particulièrement les pays d'Asie, dans lesquels on observe un nombre croissant de rectocolite hémorragique et à un moindre degré de maladie de Crohn. Et ça, c'est une épidémie, enfin le mot est un peu fort, mais en tout cas des cas qui sont apparus avec un décalage de 50 ans dans les pays d'Asie par rapport aux pays d'Europe. Un point pour étudier si ces variations sont liées ou non à des facteurs d'environnement, c'est d'étudier ce qui se passe chez les migrants. Autrement dit, chez les personnes qui migrent d'une zone de faible endémie, où il y a peu de cas de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique, à des zones de forte endémie. Et si on regarde ce qui se passe chez ces personnes, en l'occurrence, là, ce sont des personnes originaires de l'Asie des Moussants
qui ont émigré à Londres, on voit qu'en quelques années, les personnes qui arrivent d'une zone de faible endémie ont une fréquence de la maladie qui est celle du pays d'accueil. Donc ça milite très fortement en faveur de l'intervention de facteurs d'environnement. Ça veut dire que le pays d'accueil a quelque chose dans son fonctionnement, dans son mode de vie qui favorise l'éclosion de la maladie, même sur des populations qui sont différentes au départ. Alors les facteurs d'environnement dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y en a beaucoup qui ont été évoqués, suspectés, démontrés. En jaune et en gras, à droite, sont ceux qui ont un rôle certain. Le tabac, qui favorise la maladie de Crohn et qui au contraire protège la rectocolite hémorragique. L'appendicectomie, qui protège la rectocolite hémorragique. Il y a des données sur l'exposition solaire, sur certains médicaments, les antibiotiques par exemple. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'alimentation. L'alimentation, c'est un domaine qui est assez difficile en fait à étudier parce que, vous voyez, par rapport au tabac, est-ce que vous fumez? Oui, non. Si oui, combien par jour? C'est assez simple, hein, c'est du noir et du blanc. Avec l'alimentation, on est confronté à quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est un kaléidoscope. Il y a d'abord les différents aliments, les viandes, les sucres, les matières grasses, les produits laitiers, les céréales, les fruits et légumes, les nutriments, qui sont leurs correspondants chimiques. Tout le monde a entendu parler des protéines, des lipides, des glucides. C'est pas ce qu'on trouve dans l'assiette, mais c'est plutôt une classification chimique. Mais il y a aussi des micronutriments, sels minéraux, vitamines, oligoéléments. Vous voyez ici phosphore, etc. Mais il y a aussi les profils alimentaires. Ça, c'est très simple à comprendre. Il y a des personnes qui boivent du thé vert, mangent du quinoa. Ça, c'est plutôt un profil alimentaire, qu'on dit prudent, par exemple. Et puis d'autres, c'est plutôt chips, soda et mayonnaise. Ce sont deux profils alimentaires différents. Autrement dit, les aliments sont liés les uns aux autres. Mais il y a aussi les additifs, les polluants, les métaux lourds, le mode de cuisson et de conservation des aliments, le grignotage. Donc, vous voyez qu'on a affaire à quelque chose qui est assez complexe et tous ces éléments sont étudiés dans l'étude Mikinote. Alors, quelles sont les données en faveur du rôle de l'alimentation dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin? Eh bien, ces données sont de trois ordres. Il est important, quand on suspecte le rôle d'un facteur dans une maladie, de s'appuyer sur des données assez solides. Et je pense que les événements qui ont eu lieu au cours des 6 derniers mois avec l'épidémie de Covid et les controverses scientifiques qu'il y a eu, en particulier dans ce pays, ont éveillé chez beaucoup de gens qui ne sont pas médecins une certaine sensibilité à la qualité des données, aux problèmes méthodologiques, etc. Donc, les données épidémiologiques sont importantes. Elles ont été obtenues de ce côté-ci de l'Atlantique dans une étude qui a été faite à l'échelle européenne et qui a porté sur près de 500 000 volontaires sains qui ont subi des questionnaires alimentaires et certains d'entre eux ont développé une maladie de Crohn, Crohn's disease, ou une rectocolite hémorragique, ulcérative colitis, UC sur cette diapositive. Et on a pu comparer donc le niveau d'alimentation, la composition de l'alimentation chez les personnes qui ont développé ces maladies et celles qui n'ont pas développé. Et on a pu comparer l'alimentation avant que la maladie se déclare. Donc on est dans quelque chose qui est un facteur, disons, possiblement causal. Et si on fait donc l'étude de l'alimentation est fondée sur des questionnaires qui sont plus ou moins détaillés. Voici par exemple celui de troisième qui est particulièrement détaillé. Si on fait une synthèse de ces dizaines d'études qui ont été effectuées en Europe et aux États-Unis, on voit qu'il y a différentes choses qui sortent. Le régime riche en protéines animales qui est associé à une augmentation du risque de myquide, rectocolite. Un profil alimentaire riche en sucre et soda, rectocolite encore une fois. Un apport élevé en acides gras N-6 qu'on trouve dans les végétaux et faible en N-3 qu'on trouve dans les poissons gras des mers froides, le hareng, la sardine par exemple, associé à la rectocolite hémorragique des deux côtés de l'Atlantique. Régime pauvre en fibres, qui favorise, ou en tout cas qui est associé à un risque majoré de maladie de Crohn, pauvre en zinc, profil occidental versus prudent. Donc là, on est dans les patterns alimentaires, plutôt dans les profils alimentaires, un sujet qu'on a effleuré il y a quelques minutes, associé aux États-Unis à un risque majoré de maladie de Crohn. Et puis une petite étude qui porte sur le potassium. Donc si on fait une synthèse de tout ça en quelques mots, il y a quand même des éléments qui sont en faveur du rôle favorisant du régime occidental sur le fait de développer une maladie de Crohn.
je rappelle, ou une rectocolite hémorragique selon les items alimentaires. Il s'agit là de volontaires qui sont suivis prospectivement, qui ont des enquêtes alimentaires et qui vont développer ou ne pas développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. C'est quelque chose de très différent que ce que l'on va voir tout à l'heure sur l'étude Mikinote. Il y a aussi des données expérimentales chez l'animal qui montrent, par exemple celle-ci, qu'un régime occidental, on y revient, riche en sucre et en graisse, induit une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre de la composition des bactéries intestinales, responsable d'une inflammation chez des souris génétiquement prédisposées. Ici, c'est quelque chose qui est assez proche. Un régime riche en graisse induit une dysbiose à l'origine d'une colite uniquement chez des souris génétiquement prédisposées. Donc, on peut reproduire en laboratoire le puzzle de tout à l'heure, prédisposition génétique, facteurs d'environnement et en particulier alimentaire, inflammation intestinale et dysbiose. Et puis, il y a aussi toute une série de travaux conduits par Benoît Chassin qui incriminent les émulsifiants dans l'augmentation de la perméabilité intestinale. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, les émulsifiants, ce sont des composés que l'on trouve dans l'alimentation industrielle et qui permettent d'homogénéiser toutes sortes d'aliments, par exemple les glaces, les jus de fruits industriels, par exemple le jus d'ananas qui normalement contient un dépôt, mais il y a des jus d'ananas qui n'en ont pas. C'est les émulsifiants. Il y a également des données cliniques, et là on est plus proche du concret. Chez l'enfant, une alimentation entérale induit une rémission clinique de la maladie de Crohn, à peu près autant que la prise de corticoïdes, et elle est plus efficace sur la cicatrisation des lésions endoscopiques que ne le sont les corticoïdes. Il y a donc une efficacité d'un mode d'alimentation particulier, l'alimentation entérale, non seulement sur les symptômes, mais aussi sur les lésions de maladie de Crohn. Donc l'efficacité de l'alimentation entérale chez l'enfant, c'est exclusivement dans la maladie de Crohn. Et puis plus récemment, il y a des données qui proviennent d'une étude israélienne qui est parue dans un grand journal, Gastroentérologie, et qui a montré qu'un régime d'exclusion était aussi efficace et mieux toléré qu'une nutrition entérale. Par exemple, vous voyez ici, ce sont des enfants qui ont été tirés au sort, donc ce qu'on appelle un essai randomisé, pour recevoir une nutrition entérale, puis ensuite un retour à leur régime habituel, ou bien un régime d'exclusion pendant toute la durée de l'étude. Et il y a un avantage pour le régime d'exclusion par rapport aux enfants qui ont été randomisés pour avoir une nutrition entérale standard. Donc c'est la première démonstration scientifique avec des données qui sont de qualité qui montrent l'efficacité d'un régime d'exclusion dans la maladie de Crohn. Alors il y a d'autres régimes qui ont été proposés, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais en résumé, de cela, on peut conclure que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont apparues, semble-t-il, avec la révolution industrielle. Elles augmentent aujourd'hui dans les pays qui accèdent au développement, par exemple l'Inde, la Chine et d'autres pays d'Asie. Les transformations du mode de vie, notamment de l'alimentation, contribuent à l'apparition de ces maladies et sans doute à leur perpétuation. L'étude du rôle de l'alimentation dans les Mickey est en cours. C'est l'objet de l'étude Mikinote, dont Jean-Pierre va vous parler. Et l'enjeu de ces recherches est très important parce qu'elles peuvent déboucher sur des recommandations diététiques spécifiques de ces maladies. Et donc, c'est un enjeu extrêmement important et très concret. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère ne pas avoir été trop long ni trop compliqué. Non, merci beaucoup Franck, c'était pas long du tout, c'était parfait en termes de timing. Juste pour quand même pour préciser, après on posera après Jean-Pierre Hugon, on posera toutes les questions des auditeurs, de ceux qui nous regardent. En fait, quand vous parlez donc d'alimentation entérale, il faut simplement juste définir ce que c'est et qu'est-ce que c'est un régime d'exclusion, parce que c'est quand même très important pour les personnes de bien comprendre ce que c'est une alimentation entérale versus un régime d'exclusion. Alors, un régime d'exclusion, c'est un régime qui consiste à exclure certains aliments. Et l'alimentation entérale, c'est une alimentation qui est délivrée sous une forme liquide. Les personnes qui la prennent doivent boire ou recevoir par une sonde une alimentation exclusivement liquide qui est un mélange industriel, en fait, fabriqué par un industriel et qui est délivré
donc avec une composition qui est parfaitement établie. Ce ne sont pas des aliments comme on peut les trouver dans une assiette. Un régime d'exclusion, c'est qu'on choisit les aliments qu'on met dans l'assiette. La nutrition entérale, c'est qu'on boit un liquide qui est déjà préparé. D'accord. Donc, on en reparlera tout à l'heure parce que je pense qu'il y aura pas mal de questions justement sur le régime d'exclusion. Vous savez quand même que dans les Mickey aujourd'hui, on conseille plutôt de manger équilibré et de manger de tout et de ne pas exclure d'aliments. Donc, il faudra quand même qu'on fasse le point tout à l'heure dans les questions justement sur le régime d'exclusion, si vous voulez bien. Mais je passe d'abord la parole au professeur Jean-Pierre Hugo qui, lui, est gastropédiatre au CHU Robert Debré et qui va nous parler justement d'une recherche au sujet de l'alimentation extrêmement importante puisque là, elle concerne vraiment le facteur alimentaire dans la poussée de la maladie. Jean-Pierre Hugo, je vous laisse la parole. Oui. Attendez juste, Jean-Pierre, juste un tout petit détail quand même. J'aimerais bien savoir quand même si notre communauté, celle qui nous regarde, est convaincue que, par exemple, les facteurs alimentaires dont vous allez nous parler ont une influence sur la poussée de la maladie ou pas. Donc, je vais faire un petit sondage avant que vous nous parliez de votre recherche. Alors, vous allez donc on va vous poser cette question qui est vraiment importante parce que on va prendre un petit peu la température de vos avis. Pensez-vous que les facteurs alimentaires ont une influence sur les poussées de la maladie? Donc, on soumet cette question au vote, oui ou non, dans le petit onglet sondage et on compte sur votre participation. Et Jean-Pierre, désolé, c'est à vous. Merci Anne, merci de me laisser la parole et de m'avoir invité pour ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend. C'est bon, les conditions techniques sont bonnes. C'est parfait. Donc, la deuxième partie de la soirée, c'est de parler d'un projet qui s'appelle Mickey Note, qui est un projet qui a été lancé en mai 2019, donc à un petit peu plus d'un an, et qui est un projet qui est soutenu par l'association François Aupetit, qui est financé donc par l'association, et qui émane du GTEP pédiatrique. Et l'avantage qu'il a, ce projet, c'est que c'est vraiment un projet qui a été conçu avec l'association dès le début. Et en fait, Anne Buisson, ici, est investigateur de ce projet au même titre que les médecins qui participent à ce projet. Et il y a dans le conseil scientifique de l'étude eh bien, des patients qui appartiennent à l'association. Et donc, c'est un peu une volonté d'essayer de travailler ensemble, puisque finalement, l'idée, c'est d'identifier quand même des facteurs qui vont modifier le mode de vie et le comportement des gens qui souffrent malheureusement de cette maladie. Et donc, c'est eux qui, quelque part, détiennent le savoir et la connaissance de ce qu'il pourrait y avoir comme facteur de risque alimentaire qui joue un rôle dans les MIPI. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on a construit cette étude, qui n'est pas fermée. On pose des questions, mais peut-être qu'on en posera d'autres au fil du temps en fonction des premiers résultats. Donc l'étude provient initialement du GTEP pédiatrique, puisque en fait historiquement les enfants répondent assez bien à des interventions nutritionnelles dont on a parlé, qui sont la nutrition entérale, puis plus récemment des régimes d'exclusion un peu particuliers. Et donc nous les pédiatres, on a l'habitude de proposer aux enfants ou aux adolescents des régimes, un traitement nutritionnel de la maladie. Et donc, c'était un petit peu légitime qu'on se pose la question sur quels sont les facteurs de risque qui jouent un rôle dans les MICI. Et donc, le GTEP pédiatrique, c'est en fait un regroupement d'une quarantaine de centres en France qui s'intéressent aux MICI de l'enfant. Et puis, le GTED nous aide et Franck Carbonel, ici présent, leur présente. C'est une étude qui est financée et qui est faite avec l'AFA, donc Anne Buisson est la représentante de l'AFA dans cette étude. Et puis, on s'est associé à une équipe qui est très compétente sur l'épidémiologie, les statistiques dont on a besoin pour faire ce genre de très grandes études, qui est le registre EpiMat, qui est dans le nord de la France et qui est dirigé par Corinne Gover-Rousseau. Et vous voyez les photos de tout le monde. Et puis, je rajoute que Servan Alirol, en haut à droite, est la cheville ouvrière de l'étude. Ouais. Donc, vous voyez, on est un petit groupe de gens qui s'intéressent vraiment à ce sujet et on entraîne avec nous plusieurs dizaines de médecins ou de groupes hospitaliers qui s'intéressent. Et plus récemment, le GREG et la NGH ont apporté leur soutien à l'étude et permettent d'inclure des malades au fil de l'eau. Alors, quelle est l'idée de ce projet Mickey Note? Bien, l'idée, c'est d'essayer d'identifier si
certaines personnes qui ont un comportement alimentaire de type X vont avoir beaucoup de poussées de leur maladie, et ou si, à l'inverse, certaines personnes qui ont un comportement alimentaire Y vont être plutôt protégées et avoir moins de poussées. Donc, on se base sur le fait que les Mickey sont des maladies qui évoluent par poussées entrecoupées de rémission. Et on se dit que si les gens ont un comportement alimentaire moins bon, entre guillemets, eh bien, ils risquent d'avoir des poussées plus fréquentes. Et si, à l'inverse, ils ont un comportement alimentaire protecteur, qu'on pourrait donc peut-être recommander à d'autres personnes, eh bien, ils auront des poussées moins fréquentes. Donc, notre idée, c'est de regarder quel est le comportement alimentaire des gens et de comptabiliser combien chacun des participants à cette étude vont faire de poussées dans l'année, et à partir de là, se dire, eh bien, c'est plutôt ceux qui mangent plus de ci ou moins de ça qui sont les plus heureux ou les plus malheureux dans l'évolutivité et l'activité de leur maladie. Donc, l'idée de fond, c'est de comprendre quels sont les comportements alimentaires associés à la rechute pour avoir un meilleur contrôle de la maladie, c'est-à-dire pouvoir conseiller aux gens mangez ci ou ne mangez pas ça. Aujourd'hui, on ne sait pas quoi conseiller, ce qui est quand même très dommage. Bien sûr, si on y arrive, eh bien, ça va réduire l'utilisation des médicaments, à la fois individuellement pour chaque personne, ce qui est quand même bien utile. Ça évite quand même les effets secondaires. Et puis, à l'échelle de la collectivité, ça diminue quand même aussi le coût économique si on arrive à prévenir les rechutes. Et ça diminue aussi le nombre d'absentéismes, les maladies, tout ce temps passé où on n'est pas bien, avec mal au ventre, de la diarrhée, etc. Et puis, un point qui est assez important et qui, moi, me semble notable, c'est que savoir ce qui joue un rôle sur l'évolution de la maladie, bien, ça permet de mieux contrôler sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent quand même revendiqué, parce que finalement, prendre des médicaments, c'est un petit peu passif, c'est un petit peu ce que le docteur me dit, alors qu'avoir un vrai contrôle soi-même de sa vie, eh bien, c'est probablement quand même important, tout au moins je le suppose. Alors, l'idée, c'est de ne pas faire d'exclusion, c'est de dire aux gens qui sont atteints d'une Mickey, Crohn ou rectocolite, de dire, ben, si vous voulez participer, eh bien, vous rentrez dans l'étude et puis vous nous dites ce que vous mangez. Et puis nous, on recueillera au fil du temps, sur un an, combien il y a de rechutes, en vous interrogeant simplement est-ce que vous allez bien, pas bien. Donc, c'est ouvert à tous. Il faut bien sûr être volontaire. Il faut bien sûr vouloir participer et signer un consentement, parce que c'est une étude clinique et donc la règle de la loi française implique de signer un consentement, y compris pour les enfants, hein, puisque nous, on s'intéresse aux cas pédiatriques dans mon service, mais il n'y a pas que les enfants. Et puis donc, on va poser des questions sur qu'est-ce que les enfants, les ados ou les adultes mangent, et on va les suivre pendant un an pour savoir ce qu'ils deviennent. Alors, il nous faut aller au dossier clinique pour valider, bien sûr, que les malades sont effectivement malades, et puis avoir des informations sur la rechute pour bien la caractériser, être sûr que c'est une rechute, et puis éventuellement savoir sa sévérité. L'étude se fait simplement par Internet, il n'y a pas du tout besoin de rencontrer quiconque, il suffit de s'inscrire, et il suffit pour ça avoir un accès Internet ou un smartphone, puisqu'on a la possibilité de s'inscrire par téléphone, par smartphone tout au moins, ou sur un site web via Internet. L'objectif est de recruter 300 enfants et 700 adultes, puis je vous montrerai un petit peu les résultats actuels. Donc, on fait tout par Internet et vous n'avez pas besoin de voir votre médecin, il suffit juste de vous connecter. Nous, on contactera votre médecin pour savoir quelle est votre maladie, quel type c'est et quand est-ce qu'il rechute, mais je dirais c'est ces informations secondaires qu'on ira tracer derrière. Et donc, le job principal des participants, c'est de remplir des questionnaires alimentaires qui sont disponibles en ligne. Donc, il y a une grosse dizaine de questionnaires qui sont, pour certains, un peu longs. Il faut 1 heure et demie pour remplir les 10 questionnaires, mais on peut le faire par paquet de 1 ou 2 questionnaires si on n'a pas trop le temps, ou si on est un peu fatigué au bout de 3-4 questionnaires. Donc, les questionnaires, comme l'a dit Franck Carbonel, ce qu'on veut, c'est pas seulement savoir si c'est le brocoli qui donne la maladie de Crohn ou les poussées de maladie de Crohn ou de rectocolite, c'est d'avoir plus l'idée d'un comportement alimentaire. Donc, dans ce cadre-là, on va avoir un questionnaire très précis sur ce que chacun mange, mais aussi sur la façon dont on va faire cuire les aliments, dont on va les conserver, où est-ce qu'on fait ses courses. On a aussi un petit questionnaire sur l'hygiène bucco-dentaire,
on se pose des questions sur le bio, on se pose des questions sur tout ce qui concerne l'alimentation. On essaye de le capter à travers ces questionnaires, ce qui explique qu'ils soient un tout petit peu longs et un tout petit peu parfois compliqués à remplir, mais c'est accessible à tous et jusqu'à maintenant, on ne nous a pas trop renvoyé d'éléments qui soient trop négatifs sur la qualité de ces questionnaires. Donc, on remplit ces questionnaires au tout début de l'étude, comme vous le voyez ici, et puis après, il suffit juste de nous donner des nouvelles tous les mois. Alors, c'est mensuel parce que c'est ce qui est le plus simple et on a considéré ça comme ça, pendant 1 an, éventuellement un petit peu plus si vous n'en avez pas marre et de continuer à suivre l'étude. Et puis, comme ça, on peut savoir qui rechute et qui ne rechute pas. Et après, à la fin de l'étude, on regarde ceux qui rechutent beaucoup, qu'est-ce qu'ils mangeaient au moment, enfin, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger, ce qui est capté par le questionnaire. Et puis, ceux qui ne rechutent pas beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger, ce qui est aussi capté par le questionnaire. Alors, aujourd'hui, où on en est? Donc, depuis mai 2019, on a inclus des patients. Vous le voyez sur cette diapositive. En fait, on est à pratiquement 750 inclusions. Tous les jours, il y a 1 ou 2 personnes qui s'incluent. Donc, on est vraiment dans le taux d'inclusion qu'on souhaite. Et on est à, vous voyez, à peu près 250 enfants et un petit peu moins de 500 adultes. Il y a moins d'adultes parce que les 6 premiers mois, on a ouvert l'étude que aux enfants. On voulait vraiment avoir un nombre d'enfants suffisant avant de commencer à ouvrir l'étude aux adultes. Donc, les inclusions se poursuivent et vous voyez qu'il y a un petit excès de malades dans le nord de la France qui est tout simplement expliqué par le fait que le registre EpiMAD qui participe à l'étude avec Corinne Gover et plusieurs de ses collègues, eh bien, ce registre EpiMAD, il est situé dans le nord de la France avec les 4 départements du nord qui sont le Nord-Pas-de-Calais, la région autour d'Amiens, autour de Caen. Et voilà, je ne suis pas très bon en géographie, comme vous pouvez le voir. Dans mes départements, il faut que je révise. Et alors, les préfectures, ça va être encore plus dur. À terme, une fois que l'étude sera finie, ce qu'on souhaite, c'est bien sûr pouvoir publier, pouvoir, au-delà de la publication, pouvoir expliquer si on trouve des comportements alimentaires qui sont protecteurs, pouvoir les proposer aux participants et au-delà à l'ensemble de la communauté des patients. Et je pense que ça, ce serait une vraie avancée et on serait extrêmement ravis si on arrivait à ce beau résultat. On se dit quand même que si jamais on ne trouve pas de choses très explicites ou si on trouve des pistes qu'il faut creuser, eh bien finalement, cette communauté de Mikinotes qui participent à l'étude, et puis l'ensemble des médecins, des gens qui auront été mobilisés pour construire cette étude, eh bien ça fait quand même une communauté qui pourra peut-être continuer à travailler, à réfléchir. Par exemple, si on s'aperçoit que, je ne sais pas, les légumes se protègent d'une poussée, hein, je dis ça complètement par hasard, hein, je ne prétends pas du tout ça. Eh bien, si c'est les légumes, on pourra peut-être définir lesquels. Est-ce que c'est plutôt dans telle catégorie? Est-ce que c'est plutôt tel mode de cuisson, etc. Donc, on aura peut-être des études complémentaires pour affiner un petit peu nos résultats. Et puis, éventuellement, on pourra peut-être creuser des choses à côté qui seraient associées. Donc, au-delà de cette étude qui est déjà un petit peu lourde et un peu longue, on espère quand même que ça fédère une communauté de patients, de chercheurs, de médecins qui soient intéressés pour justement aborder cette vraie difficulté, ce thème qui est de trouver les facteurs de risque environnementaux de la maladie. Voilà, alors je vous ai mis sur la dernière diapo le site web d'accueil de l'étude avec bien sûr la connexion possible et j'espère que si certains d'entre vous ont envie, vous êtes les bienvenus dans l'étude Mikinotes, bien entendu. Merci beaucoup Jean-Pierre Hugo. Bon, je rappelle qu'effectivement cette recherche Mikinotes est une recherche très très originale. Il n'y a pas beaucoup de recherches de ce type-là dans le monde. C'est une recherche qui est financée qui est financée et soutenue par l'AFA, mais donc en particulier par les donateurs de l'AFA, par les membres de l'AFA. Donc voilà finalement un projet très concret de recherche dans lequel en fait des chercheurs, des patients s'investissent et financés par les donateurs et adhérents de l'AFA. Donc on peut remercier les donateurs et adhérents de l'AFA et on peut aussi remercier la famille Glickson qui a fait un énorme don et un énorme effort pour pouvoir faire en sorte que ce travail de recherche existe. Alors, bon… Je peux me permettre, Anne, oui. tu viens de dire que c'était rare ces études et effectivement, il y a extrêmement peu d'études qui s'intéressent à cette question. Quels sont les facteurs de risque alimentaire qui jouent un rôle dans les poussées?
Et donc, c'est vrai que c'est une étude qui est assez originale. Franck vous l'a dit, il y a eu des études pour savoir qu'est-ce qui donne la maladie avant qu'on soit malade, quelles sont les habitudes alimentaires avant qu'on soit malade, mais quand on est malade, qu'est-ce qui favorise l'activité de la maladie ou au contraire l'atténue? On sait très très peu de choses. Merci, excuse-moi. Jean-Pierre, vous me donnez l'occasion de vous dire que au niveau du sondage, quand on pose la question à nos participants s'ils pensent que les facteurs alimentaires ont une influence sur les poussées de la maladie, eh bien, ils sont 83% à penser que effectivement les facteurs alimentaires ont une influence sur les poussées de la maladie. Donc, c'est une recherche qui probablement intéresse au plus haut point les malades aussi bien que les chercheurs, et peut-être en premier plan les malades. Donc, écoutez, on a beaucoup de questions, donc ça va être très très difficile de répondre à toutes les questions. Pardonnez-moi si on n'a pas le temps de toutes les traiter. Bon, il y a des questions quand même intéressantes sur l'alimentation, en particulier sur la question des additifs, des émulsifiants. On va peut-être aussi voir un petit peu tout ce qui concerne. Alors, il y a quelques demandes de conseils diététiques, donc ça va être peut-être un petit peu compliqué de répondre à tous les problèmes de conseils diététiques, mais je rappelle que vous pouvez téléphoner à la diététicienne de l'AFA tous les mardis ou tous les mercredis. Il faut regarder sur le site parce que je crois que ça a changé maintenant. Mais en tout cas, une fois par semaine, une diététicienne vous répond et elle a vraiment des conseils très personnalisés sur la diététique. Donc, c'est important de pouvoir éventuellement lui répondre. Et je crois que vous avez ses coordonnées dans le chat à l'heure actuelle. Donc, par exemple, sur la perméabilité intestinale, on dit qu'effectivement, notamment les travaux de Benoît Chassin, qui est dans notre comité scientifique, on se sont focalisés sur le fait que des émulsifiants, des additifs pouvaient être problématiques sur la perméabilité intestinale et justement provoquer finalement une pénétration des bactéries ou en tout cas de bactéries un peu pathogènes dans l'intestin. Est-ce que, enfin, au sein de la muqueuse intestinale, est-ce que Franck, on en est où des émulsifiants ou des additifs là-dessus? Est-ce que en évitant les émulsifiants et les additifs, on peut éventuellement aller mieux dans la maladie? Alors, les données que je vous ai montrées sont des données expérimentales, donc qui portent sur l'animal de laboratoire. Il n'y a, à ma connaissance, pas de résultats chez l'homme, et il n'y a pas non plus de résultats cliniques, c'est-à-dire faisant état d'une amélioration des lésions ou des symptômes au cours d'un régime qui abandonne les émulsifiants. C'est un sujet qui est assez complexe, comme tout ce qui a trait à l'alimentation. Pour vous donner une petite idée de la complexité, c'est que les sondes d'alimentation, enfin l'alimentation entérale, contient pas mal d'émulsifiants et pourtant ça cicatrise les lésions intestinales. Donc voilà. Alors les émulsifiants, c'est une famille de molécules, enfin de composés, qui n'ont pas tous les mêmes effets sur l'intestin. Donc, Alors, il y a des données chez l'animal, chez l'homme, il n'y a pas de preuve qu'enlever les émulsifiants soulage les symptômes de Crohn ou prédispose à l'arrivée de la maladie. et en pratique, quand on a un peu plus large, puisque vous avez des données sur effectivement les pays industrialisés en fait, hein, de façon plus large, alors est-ce qu'on peut conseiller finalement aux patients d'éviter la nourriture, enfin la nourriture transformée ou industrialisée, ou qui a comment, enfin quel type de conseil vis-à-vis de ces phénomènes on peut donner aux patients par rapport au régime, comme vous dites, de Western diet? Jean-Pierre, tu veux répondre ou... Oui, en fait, il y a eu deux études sur l'alimentation industrielle et les MICI, qui sont des études prospectives, et Franck vous l'a dit tout à l'heure. Il y en a une qui a été faite aux États-Unis sur des infirmières qui étaient suivies. Et effectivement, il y avait une piste pour dire que celles qui mangeaient de manière plus industrielle, entre guillemets, plus d'aliments industriels, avaient peut-être plus de risques de développer une MICI. On a fait une étude un peu similaire avec Nutrinet, que vous connaissez probablement, qui est une étude nationale qui interroge les gens volontaires sur leur mode d'alimentation.
et on regarde après lesquels tombent malades de maladies diverses et variées. Et on avait repris les gens qui ont développé des maladies de Crohn ou des rectocolites hémorragiques. Nous, on n'a pas pu confirmer ce fait dans cette cohorte. Alors, est-ce que c'est qu'on avait un échantillon trop petit ou qu'on n'était pas, l'étude n'était pas suffisamment bien menée pour qu'on réplique pas ce qu'avaient montré les Américains? Je ne sais pas. Toujours est-il que là, aujourd'hui, du coup, on a deux données un peu contradictoires. On peut quand même dire que les régimes d'exclusion sont quand même des régimes qui ont tendance à éliminer l'alimentation industrielle dans un sens un peu large. Peut-être d'ailleurs sans trop savoir ce qu'on veut enlever, mais en se disant on enlève un peu large et puis on verra bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck. Je pense que du point de vue de la question posée par Anne, faut-il manger industriel? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut conseiller à un patient? Par exemple, des nuggets avec du coca et comme dessert un milkshake, ou bien je sais pas, des poissons avec des légumes et des fruits. Sans aucun doute le deuxième menu, parce que l'effet de l'alimentation industrielle sur le risque d'obésité, sur le risque de cancer, a été montré par Nutrinet, précisément. Et il y a même eu une étude de ce groupe-là ou d'un autre, je ne sais plus, qui montre que ça augmente le risque de syndrome de l'intestin irritable. Donc, de manière générale, les aliments transformés ont un effet plutôt délétère sur la santé. Dans la maladie de Crohn, les données sont contradictoires et c'est un des objectifs de Mikinote de répondre à cette question. Tout à fait, puisqu'on interroge effectivement les patients sur leur façon de manger, y compris les courses qu'ils font, etc., y compris quand ils vont au restaurant. Donc, on s'intéresse quand même beaucoup à cette question de l'alimentation transformée. Alors, juste un point, parce que je pense que Jean-Pierre est assez attentif à ça. C'est assez violent, en fait, d'intervenir dans la vie des patients et de leur donner des conseils alimentaires très stricts. Voilà, ce sont des recommandations, mais je pense que ça ne va pas être la guerre autour, en particulier pour les adolescents qui aiment beaucoup l'alimentation transformée. Je ne vais pas citer de marque, mais suivez mon regard. Il ne faut pas que ça se transforme en une sorte de guérilla familiale autour de, autour de ça. Bon, L'alimentation, personnellement, c'est je aussi. ne l'interdis pas pendant ma consultation. J'ai souvent la question. Ouais. Voilà. En même temps, Ce sont des conseils, voilà, mais une fois par semaine ou quoi, c'est pas à tous les repas, voilà, pas à tous les repas. parce que là, tout à l'heure, vous parliez de régime d'exclusion à l'essai en ce moment. Il y a des essais, des études cliniques vraiment sur quelle est l'efficacité d'un régime d'exclusion, alors qu'effectivement, on a un discours quand même auprès des malades à l'heure actuelle qui est mangez de tout, ne vous privez pas. Donc, quel est le juste milieu entre à la fois le régime d'exclusion qui est pour l'instant expérimental et le fait qu'il y a quand même un certain nombre de patients aujourd'hui qui considèrent qu'il y a certains aliments qui sont quand même qui sont néfastes et problématiques pour eux. Eh bien, en fait, c'est un terrain nouveau. Voilà, c'est une zone d'investigation, d'incertitude scientifique. L'étude dont j'ai parlé est une étude qui porte sur un petit nombre de patients, qui sont des enfants. Il nous manque des informations, par exemple, est-ce que ça marche chez l'adulte? Est-ce que ça fait quelque chose sur les lésions intestinales? Donc, c'est une étude qui est préliminaire, qui donne des résultats intéressants, mais à partir de laquelle on ne peut pas conseiller un régime d'exclusion à tous. Donc, il faut plus de sciences, plus de données, plus d'études. Et encore une fois, je vous le dis carrément et sans détour, inscrivez-vous sur Mikinote parce qu'on a besoin. Vous voyez qu'il y a 732, il nous faudra 1000, même 2000 personnes. Il y a dans le sud, s'il y a des gens du sud qui nous écoutent, on manque aussi de données pour les personnes qui habitent dans le sud. L'alimentation dans le sud n'est pas tout à fait la même que dans le nord. Donc voilà, je pense qu'on peut pas donner dire aux patients atteints de maladie de Crohn et encore moins de rectocolite hémorragique qu'il faut se mettre en régime d'exclusion parce que les données sont vraiment, vraiment trop fragiles pour l'instant. Alors, bon, ça me permet en fait d'abord de demander à nos participants de répondre à un second sondage, à mon avis, et j'espère qu'on va avoir plein de réponses. Seriez-vous prêt à participer à l'étude Mikinote pendant 12 mois? Oui, non,
ou j'ai besoin d'un temps de réflexion. Donc, je vous laisse répondre à cette question. Et moi, je vous pose des questions en vrac auxquelles il faudrait me répondre de façon très brève. Donc là, c'est sur l'onglet, sur l'onglet sondage. Si vous ne voyez pas l'onglet, c'est que vous devez appuyer sur la petite flèche en haut qui va relever le panneau. Donc, seriez-vous prêt à participer à l'étude Micinote pendant 12 mois? Oui, non, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Donc, on soumet cette question à votre vote. Et messieurs, là, un petit peu des questions que j'ai repérées, auxquelles il faut répondre assez brièvement. Alors, qu'en est-il des jeunes ou du jeûne intermittent ou du jeûne? Est-ce que c'est favorable pour les Mickey? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Jean-Pierre. Il n'est pas conseillé de jeûner. Ça n'apporte pas d'amélioration de la poussée et de la maladie. Et puis, bien sûr, on ne peut pas jeûner durablement. Donc, la recommandation globale, quand même, ce que vous avez rappelé, Anne, c'est que on mange de tout dans les Mickey. Il n'y a pas d'exclusion parce qu'on ne sait pas ce qui favorise les poussées. Avoir une alimentation équilibrée et saine est bien sûr recommandée, d'autant plus qu'on est malade, mais c'est la seule recommandation qu'on peut faire, hormis cas particuliers. Il y en a bien sûr toujours des cas particuliers, mais avec certains traitements, avec des stomies, etc., avec des interventions chirurgicales antérieures. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour quelqu'un qui a une maladie, je dirais, classique, il faut manger sain et équilibré et normalement. Sauf s'il y a des produits que vous ne tolérez pas, vous les éliminez, mais votre région d'exclusion, il est personnel. Alors, l'alimentation peut-elle ralentir la cicatrisation? Il y a quelqu'un qui nous dit, c'est bizarre, mon médecin il me dit de manger tout, mais c'est quand même bizarre de faire passer de l'alimentation sur un tube digestif qui est lésé. Est-ce que ça peut ralentir la cicatrisation de la muqueuse? Jean-Pierre. Non. Je réponds court, non. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tests sanguins qui vont vérifier les intolérances alimentaires? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'apporte rien et c'est pas validé. Donc, il n'y a pas d'allergie démontrée. Et il y a beaucoup de tests qui sont proposés, qui sont coûteux, non remboursés par la sécurité sociale et qui n'ont aucune valeur, qu'ils soient urinaires ou sanguins, et qu'il ne faut pas faire. C'est en général des IgG dirigés contre certains aliments. Donc ne faites pas ça, ça ne sert à rien et c'est coûteux. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui pourraient être bénéfiques dans les Mickey? Alors, on propose volontiers des compléments alimentaires pour les gens dénutris, en situation difficile, pour essayer de regagner du poids et rééquilibrer l'alimentation, notamment plus de protéines. Mais disons que c'est ponctuel dans des cas, pour un temps défini, dans le cadre d'un traitement, quoi. Ok. Et est-ce que, alors, il y a des compléments alimentaires, mais alors la question qui tue, qui est assez classique, mais je la repose quand même, c'est l'efficacité des probiotiques dans la rectocolite hémorragique ou dans la maladie de Crohn. Alors, dans la rectocolite hémorragique, il y a quelques données dans la rectocolite hémorragique minime à modérée qui font état d'une faible efficacité, mais uniquement dans les formes minimes à modérées et dans une forme particulière de rectocolite hémorragique qui est la pochite, c'est-à-dire l'inflammation du réservoir chez les personnes qui ont subi une coloproctectomie avec confection d'un réservoir. Donc une petite efficacité dans les formes minimes à modérées et dans les pochites. Dans la maladie de Crohn, à ma connaissance, il n'y a pas de données qui suggèrent ou qui montrent, et encore moins qui montrent une efficacité des probiotiques dans la maladie de Crohn. Est-ce que quand on suit un régime végétarien, c'est plutôt positif ou plutôt négatif pour sa Mickey? Ah, ça, c'est pour Jean-Pierre, il adore cette question. C'est plutôt pour Franck. Franck a montré que les gros mangeurs de viande avaient plus de risques de développer la maladie de Crohn, enfin plutôt la rectocolite hémorragique que la maladie de Crohn. Enfin, on va dire les Mickey en général. Et une fois qu'on a Comment? Une fois qu'on a la maladie, est-ce que ce serait positif de ne pas manger de viande, par exemple? Ah non, ça c'est pas démontré. Et les régimes dits d'exclusion dont on parlait tout à l'heure, qui sont en fait pas des régimes d'exclusion, qui sont des régimes où les régimes d'exclusion, juste peut-être un tout petit mot pour commenter. Nous, les pédiatres, on a l'habitude de prescrire des produits qui sont qu'on appelle de nutrition entérale, qui sont des produits à base de lait, qui sont un tout petit peu transformés et qu'on boit ou qu'on prend par une sonde nasogastrique, d'où le terme de nutrition entérale.
Et maintenant, les adolescents ou les enfants le prennent en général en le buvant. Et donc, ces régimes ne marchent que si on ne fait que boire ce produit. Et donc, on exclut toute l'alimentation autour pendant plusieurs semaines, 6 à 8 semaines. Les adultes utilisent aussi ce protocole, mais ça marche moins bien probablement parce que les adultes suivent moins bien le régime parce qu'ils ont beaucoup plus de mal à tenir 6 à 8 semaines, ne boire qu'un produit sans manger à côté. Et donc, c'est plus difficile. Et donc, du coup, l'idée des collègues qui ont fait ces régimes d'exclusion, c'est de dire, je vais donner ce produit, mais je vais autoriser de manger un petit peu à côté des choses en plus. Donc, ça exclut toujours la plupart des aliments, mais en fait, ça rajoute par rapport au traitement traditionnel nutritionnel que nous, on propose en pédiatrie. Et donc, c'est un régime d'exclusion. En fait, le terme n'est pas très bon. C'est un régime d'autorisation par rapport au régime d'exclusion encore plus drastique qu'on propose de temps en temps. Et là, en plus, on est dans une expérimentation, hein, c'est pas fait en route. Oui, et c'est ce que dit Franck Carbonel, ça reste de l'expérimentation. Pour les gens qui seraient intéressés par ça, il faut contacter leur centre et leur médecin et éventuellement rentrer dans des protocoles dans ce cas-là. Donc, il y en a un qui va ouvrir en 2021 et qui est une étude française, israélienne et hollandaise, et dont vous entendrez parler, je pense. Mais ce n'est pas l'objet de la réunion de ce soir. En tout cas, c'est toujours bien de connaître un petit peu les actualités sur la recherche sur l'alimentation, parce que finalement, c'est pas si fréquent en fait dans les Mickey d'avoir comme ça des recherches spécifiques sur l'alimentation. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait exposer l'étude Mickey Note. Justement, sur cette étude Mickey Note, dont on voit bien toute l'importance et toute l'originalité, pour vous, ce serait quoi les perspectives à court terme? La perspective à court terme, ce serait déjà de recruter un nombre suffisant de patients. Et puis, quoi d'autre? Déjà, la perspective, là, c'est d'arriver aux 1000 patients qu'on souhaite, donc on espère y arriver, mais si on dépassait un petit peu ce chiffre, on ne serait pas mécontent parce qu'il y a toujours des gens qui remplissent pas les questionnaires, abandonnent, donc avoir une petite marge, c'est plutôt préférable. Et puis, on espère que les gens vont adhérer, vraiment participer, remplir les questionnaires de façon assidue, et donc arriver à ce qu'on ait une étude de bonne qualité dans des temps impartis raisonnables. Et puis surtout, moi, ce que je crois, c'est que c'est une très belle collaboration patients, médecins, chercheurs, et que c'est bien d'initier ces choses-là. L'AFA l'a déjà fait avec des grandes enquêtes, avec d'autres projets. Mais moi, je pense que c'est vraiment important de montrer qu'on est tous ensemble, unis pour vaincre les Mickey. C'est un slogan, je crois, connu. Et alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse quand même trouver et avoir des résultats, alors là, dans le plus long terme. C'est quelle échéance où on pourrait dire, tiens, là déjà, on a les premiers résultats Mickey Note? Alors, la fin des inclusions, c'est, on va dire, mai 2021. Il faut suivre les gens pendant encore une année, donc ça fait mai 2022. On va exploiter les résultats derrière. Il y aura probablement un petit peu de délai parce que toute étude prend toujours un peu de retard d'une façon ou d'une autre. Donc, on va dire printemps 2023, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Oui. Ou début 2023. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure un petit peu ce direct de l'AFA. En conclusion, moi, je dirais que ce qui est important, c'est qu'effectivement, on est au début, quelque part, de la connaissance sur l'alimentation dans ces maladies. Donc, c'est aussi pour ça que on marche un petit peu sur des œufs pour être complètement affirmatif, parce qu'il n'y a pas vraiment de choses affirmatives, en tout cas à l'état actuel de nos connaissances, pour lesquelles on peut être vraiment certain. Donc, il faut continuer à chercher. Donc, c'est ce que vous faites tous les deux, et je pense que vous êtes bien maintenant spécialisés dans ces problématiques environnementales, même si Jean-Pierre Hugo a été quand même, et toujours, un généticien qui a quand même, je rappelle, découvert le premier gène de susceptibilité de la maladie de Crohn et localisé le premier gène de la susceptibilité de la maladie de Crohn, donc quand même quelqu'un de très important quand même pour la recherche dans les Mickey. Franck, très investi dans la recherche sur l'environnement et en particulier alimentaire, avec des grandes recherches épidémiologiques
épidémiologique sur des grandes cohortes de patients, et en particulier cette cohorte E3N. Donc, je crois qu'on a effectivement à la tête de la recherche française sur la nutrition, et je ne parle même pas du microbiote avec Harry Sokol et donc des équipes françaises à la pointe pour pouvoir trouver des choses un peu plus précises dans l'alimentation. Donc, merci beaucoup d'être là, de continuer à chercher avec nous. Sur le sondage, eh bien, les résultats, c'est qu'il y a quand même 58% des patients qui seraient prêts à participer à l'étude Mikinote pendant 12 mois, 33% qui veulent encore y réfléchir. Alors, si vous voulez y réfléchir, c'est très simple. Il vous suffit d'aller soit sur le site de l'AFA, soit sur le site de Mikinote et de regarder un petit peu comment tout cela est fait et quelles sont les perspectives de cette recherche très originale. Et il y a quand même 9% de patients qui ne sont pas prêts à participer à l'étude Mikinote. Eh bien, c'est votre choix. Merci beaucoup d'avoir été là, messieurs. Vraiment un grand merci pour ce direct un petit peu exceptionnel. Le prochain direct de l'AFA, c'est sur les stomies. Effectivement, à l'occasion de la Journée mondiale des stomies, il y a un direct de l'AFA sur cette thématique qui peut vous intéresser. Ce sera le mardi 6 octobre à 18h. Je vous remercie beaucoup. Je remercie beaucoup les participants d'avoir été là. Il y a encore 221 personnes qui sont connectées, en tout cas sur mon compteur. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Anne et merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.